Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, troisième rencontre philosophique d'une série de 3 sur Elena Petrovna Blavatsky. Ce soir, l'être humain, origine, évolution. La naissance et l'évolution de l'être humain. Dans la deuxième conférence, on a fait une distinction, au moins pour ceux qui étaient là, vous le savez, pour les autres. On va certainement retoucher un petit peu les choses essentielles. La différence entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et on est arrivé à préciser que pour ces enseignements de Mme Blavatsky, l'homme intérieur n'a rien à voir avec le psychisme, c'est-à-dire avec la sensation que l'on peut avoir d'avoir une intériorité. Sinon que ça se réfère à un être que l'on peut qualifier de transcendant. Et c'est l'évolution de la conscience vis-à-vis de cette transcendance qui intéresse l'anthropogénèse telle que Mme Blavatsky va la transmettre. Je voudrais, en introduction, donc, donner un peu le contexte par rapport à Mme Blavatsky. Pas citer les dates de sa naissance, les voyages qu'elle a fait et tout cela. C'est dans le contexte de la société telle qu'elle existait du point de vue de la pensée, et bien sûr, du point de vue de la réalisation socio et culturelle, ça va suivre, mais surtout au niveau de la pensée occidentale. C'est-à-dire la pensée sur ces questions, qu'est-ce que l'être humain ? Sur ces questions, qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Est-ce qu'il y a un sens dans cette vie qui se manifeste ? Et dès lors, est-ce qu'il y a un sens dans une perspective plus large, qui est par exemple l'histoire ? Donc l'histoire de l'individu, l'histoire de la collectivité. Nous sommes à l'époque victorienne, qui a eu une incidence aussi importante pour le Canada, ça je pense que vous le savez aussi, à une certaine époque. À cette époque-là, une des figures majeures relatives à l'évolution, c'est Darwin. Je pense que vous connaissez tous, au moins les théories qui sont les théories générales de Darwin. Darwin était athée. Ce qu'il a fait, ce qu'il a présenté est très intéressant. Comme du reste, tout ce qui va se développer du point de vue des sciences, qui sont les sciences positivistes. Il ne faut pas jeter en bloc tout cela. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que précisément, cette évolution de l'être humain, c'est une évolution matérialiste. Elle n'est pas autre chose que matérialiste. Il y a non-reconnaissance de ce qui peut être appelé par ailleurs âme ou esprit. Parce que la vision matérialiste est précisément celle-ci. C'est-à-dire que l'âme et l'esprit n'existent pas. Pour ça, ce que je dis, comme la dernière fois, ce que nous allons voir, on ne peut pas les qualifier. Et je ne veux pas les qualifier comme étant, par exemple, une anthropogénèse spirituelle. Parce que ça sont des termes qui aujourd'hui ont non seulement des connotations, mais des contenus. Et qui sont des contenus qui correspondent très peu à ces enseignements qui sont ceux qui nous sont transmis par Mme Blavatsky. Donc, comme la dernière fois, on va parler d'une anthropogénèse non matérialiste. C'est une anthropogénèse où l'individu, l'être humain, la personne humaine, n'est pas considéré comme étant simplement biologique, mais comme étant psychologique dans le sens initial du mot, c'est-à-dire ayant une âme, qui n'est pas le produit du corps, qui est une dimension à part entière, et de surcroît ayant un esprit, qui est une autre dimension à part entière. C'est pour ça que c'est irréductible, c'est un ternaire, corps, âme et esprit. Ça, c'est le point de départ sur lequel s'appuie Mme Blavatsky, qui va développer aussi ce qu'elle veut nous enseigner. Est-ce que c'est une création d'elle ? Non. Parce qu'en faisant l'étude comparative des traditions du point de vue de leur pensée, on retrouve cet élément-là partout. Corps, âme, esprit. C'est la caractéristique d'une vision qui est une vision non matérialiste. Alors il est évident que si c'est non matérialiste, si l'être humain ne se réduit pas au biologique, ou disons-le à l'envers, si l'être humain se réduit au biologique, et qu'on a un intérêt pour savoir quelque chose de l'évolution, on va étudier le biologique. On ne va pas faire autre chose que d'étudier le biologique.
Mais si par contre on a une vision qui est une vision qui intègre la dimension de l'âme comme une dimension à part entière, et la dimension de l'esprit comme une dimension à part entière, à ce moment-là, c'est évident qu'il va y avoir une autre quête, une autre recherche. À l'époque de Madame Blavatsky, donc l'époque victorienne, outre Darwin, il y a des visions, des théories qui sont assez intéressantes et qu'il faut connaître dès le départ parce que c'est le contexte. Parmi ces théories, il y en a une qui nous dit que le monde occidental est en avance sur tout le monde. Que du point de vue des races, qui sont des termes qui sont utilisés à cette époque-là, la race blanche est fondamentalement en avance. Et qu'il y a des races qui sont, et donc des cultures qui sont inférieures. C'est un cocorico, là, qui ne se réduit pas à la France, là. C'est un cocorico occidental. Le positivisme est en train de dire, écoutez, les causes, ça ne nous intéresse pas, les dimensions intérieures n'existent pas, ce qui existe, ce sont les événements et les faits, et on va étudier les relations qui existent entre elles. Donc là aussi, c'est une vision qui évacue carrément l'esprit, évacue carrément l'âme. Bon, pourquoi pas? Et c'est sûr que ça ne va pas nous donner une vision qui est la même que si on y a cette reconnaissance-là. Alors l'idée qui était soulevée, c'était que plus on s'éloigne de l'équateur vers le nord, et manifestement, plus les individus sont intelligents. Donc nous qui avons la chance de vivre et de naître un peu plus vers le nord, dans cette théorie-là, on est franchement supérieur. C'est ça, ce sont des doctrines de la supériorité basées sur le biologique et sur des théories qui aujourd'hui évidemment sont rejetées, mais qui à l'époque étaient science. Science. Comme quoi, l'anthropogénèse ou la connaissance de l'humanité, il y a des gens supérieurs et il y a des gens qui sont inférieurs. Et parmi les gens inférieurs, c'est tout ce qui concerne l'Afrique et tout ce qui concerne l'Orient. Au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et ça va continuer un peu après, l'Occident ne connaît rien de l'Orient. Il y a quelques cas exceptionnels, mais qui ne sont pas accessibles au peuple, c'est-à-dire à nous. On n'a pas les moyens à l'époque qui sont ceux qui existent, mais ce n'est pas une question de moyens là. C'est une question de vision. L'Orient apparaît comme attardé, comme inférieur, exotique. Personne ne s'y intéresse. Sauf peut-être ici, pour prendre l'exemple de la Nord-Amérique, il y a un mouvement qui est le transcendantalisme, qui s'est développé aux États-Unis, d'ailleurs, pas bien loin d'ici. Dans la partie nord-est des États-Unis, mais ce transcendantalisme n'est pas populaire. Ce sont des gens qui sont quand même... ils voudraient que ça le soit, mais ça ne marche pas. Les textes qui sont les textes que nous pouvons étudier maintenant facilement, maintenant sur l'internet, on peut downloader des textes qui sont, par exemple la Bhagavad Gita, vous pouvez la downloader. Beaucoup de textes spirituels sont accessibles maintenant. À l'époque, on est en train de parler de... un siècle et quelques. C'est très récent. Il y avait 4 Bhagavad Gita qui étaient disponibles aux États-Unis. 4. Selon les données qui existent. 4. Et la Bhagavad Gita fait partie d'un des textes fondamentaux qui forment l'enseignement de ce qu'on appelle la théosophie, mais je ne fais pas référence à la société nécessairement du même nom, mais vraiment à la Sophia du Théos. C'est-à-dire à la sagesse de la lumière, à la sagesse du théos, à la sagesse de l'intériorité, à la sagesse du cœur des choses. Le peuple, alors, était très éloigné de tout ça et baigné dans une vision qui est une vision matérialiste, mais pas forcément parce qu'il le cherche. Alors il y avait le religieux et le matérialisme. Apparaît Madame Blavatsky. Lorsqu'elle arrive aux États-Unis, ça va être un délire total. C'est-à-dire, Madame Blavatsky apparaît comme une personne publique, dans des moyens de diffusion qui sont très restreints, et elle est très connue. Immédiatement, quasiment immédiatement, ça va être le sujet d'intérêt. Ça passe dans les médias, les journaux, on en parle, il y a des gens qui l'apprécient, il y a des gens qui, au contraire, la détestent, mais on en parle beaucoup. Et ceci fait que s'ouvre un territoire de communication avec le peuple. C'est-à-dire avec nous. C'est l'équivalent, non?
Et elle, avec tout ce battage qui existe, elle en profite d'une manière délibérée et intelligente pour ramener à l'Occident un certain nombre d'idées fondamentales que l'Occident avait perdues déjà depuis un certain temps, dont notamment la vision de l'être humain, corps, âme et esprit, dont notamment la vision ou l'idée qu'il existe des consciences qui sont plus avancées dans l'humanisme, dans la découverte de soi. Les Mahatmas, les maîtres de sagesse, tout ça de l'Orient. Alors vous direz, mais pourquoi pas de l'Occident? Parce que l'Occident baigne à ce moment-là dans un matérialisme qui est total. C'est plus tard qu'on va se rendre compte que dans la réalité, on a aussi une tradition spirituelle en Occident. Et de toute façon, c'est pédagogique. Vaut mieux, quand on veut parler de quelque chose, en parler si cela vit, si cela est vivant maintenant, plutôt que de remonter dans le passé. C'est remonte dans le passé pour dire, vous savez, l'esprit existait. Mais si par contre c'est là, et là c'est où? C'est en Orient. Donc elle va ramener tout cela. Elle a réussi son métier. Elle a réussi son œuvre. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on rentre après dans le XXe siècle. Et puis, au début de ce XXe siècle, la position positiviste est encore là. De toute façon, elle est encore là, la position positiviste. C'est du néo-positivisme qui est très bien ancré. Il ne faut pas se faire d'illusions. On pourra en parler peut-être un peu plus tard. Alors qu'il y a un mouvement qui se passe qui est très intéressant à comprendre d'un point de vue de la philosophie et de l'histoire de l'évolution de la philosophie. Il y a le courant populaire qui a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas au travers de précisément Madame Blavatsky. Et puis il y a le courant académique, où là le courant académique va prendre une autre direction opposée et va continuer de considérer toutes les traditions spirituelles, et particulièrement celles qui ont été mises à jour par Madame Blavatsky, comme étant de vieilles choses. C'est-à-dire quelque chose d'un peu exotique, mais qui n'a... Il n'y a rien à voir avec ça. C'est comme des pièces de musée. Vous savez, les pièces de musée, c'est un peu embêtant, parce que d'abord, avant qu'elles soient dans le musée, on les trouve sur le terrain. Et ces pièces-là peuvent dire beaucoup de choses, parce qu'elles parlent d'une culture, d'une civilisation. Alors on les prend, après on les soigne un petit peu, on les met dans une vitrine. Comme par exemple, il y a à l'heure actuelle l'exposition, très bien, très jolie, les pièces sont magnifiques, de l'Égypte actuellement ici. Magnifiques, ce sont des pièces remarquables. On peut aussi en parler un peu parce que le pôle d'intérêt sont les momies, c'est-à-dire les cadavres. Alors il faut toujours mettre dans une exposition d'Égypte ancienne, des cadavres. Parce que c'est là où les gens vont aller, s'attirant de voir des cadavres momifiés. Par contre, les sarcophages qui sont à côté, dans lesquels il y a les symboles qui sont là, et qui expriment la vision fondamentale de l'être humain, alors tu pourras te dire, regardons les étiquettes qui expliquent la chose. Et quand tu vois l'étiquette qui explique la chose, ça explique rien. Rien. Sarcophagus, ça veut dire celui qui mange les chairs. Donc là, c'est un sarcophage qui a comme signification de manger les chairs. Si tu manges les chairs, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quelque chose qui est justement peint sur le sarcophage, qui est écrit sur le sarcophage. Alors on est très très éloigné. On est vraiment dans cette situation qui se passe au début du XXe siècle, où on prend les pièces, des pièces de musée, et on les met dans les petites vitrines, avec des explications qui sont tout sauf des explications qui peuvent nous permettre de faire sortir la dimension spirituelle, la seule qui nous intéresse. Parce que le cadavre ne nous intéresse pas beaucoup. Enfin, je sais pas. Parce qu'on le sait déjà, on va tous y arriver. Donc, étant donné qu'on sait qu'on va tous y arriver, on n'a plus de soucis à se faire. Par contre, est-ce qu'on va tous arriver à un au-delà de la vie biologique? Ça, c'est une question qui est intéressante. Et ça mérite aussi qu'on s'y intéresse. Alors, il y a eu, au début du XXe siècle, un mouvement académique. Vous savez, c'est aussi la période de la révolution industrielle, dont on a après le genre de vie que nous connaissons. Avec l'Empire britannique aussi. Si l'Empire il était britannique à ce moment-là, il aurait pu être autrement. Et ça aurait été pareil, de toute façon, parce que c'est pas la nationalité qui fait la chose, c'est la vision du monde qui fait la chose, indépendamment de toute nationalité. Donc alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toutes ces
tous ces éléments qui étaient découverts, les Védas, les textes brahmaniques, enfin tous ces éléments-là qui proviennent de l'Orient, ont été récupérés, mais sans considération qu'ils pouvaient nous dire quelque chose, qu'il pouvait y avoir là un enseignement utile, qu'il pouvait y avoir là une sagesse intéressante pour l'Occident. Non, c'est considéré comme des choses exotiques, alors on l'étudie du point de vue des objets, mais pas du point de vue du fond. Autrement dit, ça veut dire que c'est une façon de dévitaliser tout ce qui peut porter la connaissance intérieure. Si à la fin les textes sont des textes qui se réduisent à du papier sur lesquels il y a un langage qui nous dit rien du réel, c'est évident qu'on est en train d'enlever la vie à ce patrimoine. Et il y a ici, en Amérique du Nord, quelqu'un qui justement, né 10 ans après, à peu près, après le décès de Mme Blavatsky, alors très très jeune, et qui va faire, c'est Manly Hall, qui va faire un travail assez remarquable. Lui, c'est sa vision, il dit, ça c'est pas possible, il ne faut pas que l'on perde ce patrimoine spirituel. Il ne faut pas qu'on le perde dans son esprit, dans ce qu'il porte. Et donc il va sortir du courant académique et faire un travail assez exceptionnel. Alors bref, tout ça c'est pour dire que l'esprit de... Même encore, n'oubliez pas que c'est pas si récent qu'on a fini par considérer que les autochtones ne sont pas des sauvages. Mais pendant longtemps c'était des sauvages. Et puis tout ce qui concerne la médecine qui était développée dans ces cultures, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire une façon de dénigrer remarquablement. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'apporte Mme Blavatsky. C'est très très étrange. Elle apporte une vision qui est une vision de l'être humain, comme on en a parlé déjà, et puis aussi de son évolution. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter ça. C'est pas évident parce qu'on n'est pas très préparé non plus. Justement, nous baignons dans une culture matérialiste, de d'illusion. Et tout ce que l'on va voir fait beaucoup plus rire que d'être pris encore au sérieux. On va le voir quand même. Anthropogénèse, cosmogénèse. On ne va pas faire anthropogénèse, cosmogénèse. Cosmogénèse, l'essence de l'enseignement, c'est comment est-ce que les choses viennent à l'existence. C'est l'équivalent dans le symbolique égyptienne du scarabée. Comment les choses viennent à l'existence. Et on sait que dans ces visions qui sont éminemment spirituelles, les choses qui viennent à l'existence ne sont pas que matérielles. Elles sont spirituelles. On est contemporain dans cette vision-là où il y a quelque chose qui, en l'humain, est contemporain de l'origine même de la manifestation de l'univers. C'est une vision grandiose. Comment les choses viennent à l'existence. Et l'anthropogénèse, c'est comment est-ce que la conscience peut arriver au stade humain. Comment est-ce que la conscience, quel est le cheminement qui amène la conscience au stade humain? Que veut dire le stade humain? Et qu'est-ce qui est au-delà du stade humain? Parce que dans cette perspective, l'humain se définit par son esprit. L'humain, c'est l'esprit. L'humain, c'est la conscience spirituelle. C'est pas un ensemble de cellules biologiques. Donc ça, c'est un point aussi qui est... On ne va pas parler de la cosmogénèse et de l'anthropogénèse, je vais essayer d'approcher ça de manière la plus compréhensible possible, de manière à ce qu'on se fasse une petite idée, peut-être que vous l'avez déjà, de comment ça se passe dans cette vision-là. Alors pour ça, je vais partir d'un exemple, d'une analogie. Je commencerai par une analogie et ensuite, à partir de cette analogie, on va rentrer dans certains schémas que je vous présenterai tout à l'heure pour tâcher d'y voir un peu plus clair. Imaginons un instant un artiste, sculpteur, artiste, qui a une vision. On ne va pas parler de quelle vision, on peut imaginer une très belle statue par exemple. Il ne voit pas comme une statue. Ce n'est pas une statue qu'il voit, ou qu'elle voit. C'est quelque chose de vivant.
La Vénus de Milo, par exemple, qui fait partie des chefs-d'œuvre que l'on peut encore admirer, l'artiste n'a pas vu la statue. Il a vu la Vénus de Milo. C'est pas la statue qu'il a vue. Comprenez? C'est une position complètement différente. Je vois la statue et donc je vais la faire. Oui, on peut faire ça. Beaucoup font. Partent à l'envers. Ils ne savent pas véritablement quoi représenter. C'est l'empirisme. On va faire, on tape dessus, quelque chose qui sort. Hein? C'est une forme d'art que l'on connaît. Ouais. On est inspiré par ce qu'on trouve dans la rue. Une boîte de conserve, bon, je la prends. Une assiette en carton avec un peu de goût de pizza, je prends, je colle tout ça ensemble, je mets avec un fil. Et puis après, j'essaie de voir qu'est-ce que ça peut être et j'arrive à me donner une vision. Hein, je ne sais pas, Fable à l'enfant, par exemple. Voilà, ça y est. La démarche est à l'envers. C'est d'abord une vision. Et une vision n'est pas matérielle. Par définition et par essence, une vision n'est pas matérielle. Justement. Donc imaginons cet artiste-là. Il a une vision. Son objectif, c'est de pouvoir faire que cette vision devienne concrète, devienne objective. La seule possibilité de rendre quelque chose d'objectif, c'est de le matérialiser. Ce qui n'est pas le bon verbe. Ben, c'est comme ça qu'on l'utilise, le matérialiser. On ne peut jamais matérialiser une vision. Elle restera toujours ce qu'elle est. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est utiliser la matière pour que cette matière-là puisse représenter le mieux possible la vision. Alors au départ, l'artiste qui a cette intention-là, bon, il va faire son atelier. Alors il y a un atelier. Dans l'atelier, il y avait un bloc de pierre, tout du marbre. Gros bloc de marbre. Et puis va arriver dans cet atelier aussi le penseur, le visionnaire, l'artiste. À ce moment, l'écart qui existe entre ce bloc de pierre et la vision ou la pensée, l'idée qui habite cet artiste est énorme. Vu de l'extérieur, mettons-nous, si, bien sûr, on peut, parce qu'on sait ce que c'est qu'un sculpteur, mais imaginons que nous ne savions pas, hein, vu de l'extérieur, il n'y a rien à comprendre. C'est absolument incompréhensible. On a un bloc de pierre et on a quelqu'un qui est à côté. Le bloc de pierre n'est pas autre chose que le résultat de sa souffrance, puisqu'il a été coupé de la carrière dans laquelle il se trouvait très bien. On l'a enlevé de sa carrière pour le mettre là. Et puis l'étape un peu qui va suivre, c'est que d'un coup, toujours vu de l'extérieur, on voit un individu qui prend des marteaux là, avec des ciseaux et qui est en train de taper sur la pierre. Il est en train de casser la pierre. Donc ça aussi, ça n'a strictement aucune espèce de signification. Hein? Sinon de voir un individu qui est un peu, je sais pas, il est dans un état un peu bizarre là, parce qu'il est en train de massacrer cette pauvre pierre qui lui a jamais rien demandé là. Tu vois? On se demande qu'est-ce qu'il a contre la pierre. Ça c'est une première situation. Une situation dans laquelle la matière est à l'opposé dans sa situation de l'idée. Complètement à l'opposé. Or, l'objectif, c'est de faire précisément que cette idée puisse se manifester au travers de la matière. C'est pas évident. Ça veut dire que la matière, elle, doit pouvoir arriver à un état qui va être tel que sa forme finale va pouvoir être chargée de la vie qui est celle de l'idée de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste va devoir donner vie à la pierre. C'est pas évident. C'est loin d'être évident. Et justement, là, il y a un point qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait vie et forme. Parce qu'une forme sans vie ne dit rien. Nous avons beaucoup d'éléments comme ça. Si vous visitez les musées dans l'histoire de la sculpture ou autre, il y a des moments où vous voyez des statues qui sont, d'un point de vue de la forme, parfaites. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, mais c'est creux. Il n'y a pas de vie. Une forme sans vie ne dit rien. L'artiste doit pouvoir donner vie à la forme.
et doit pouvoir faire que la matière accepte la forme. C'est une relation artistique qui est importante. Et de toute façon, une vie sans forme, on peut peut-être la ressentir, mais on ne peut pas la capter, on ne peut pas l'attraper. Vie et forme sont inséparables. Alors il y a une évolution qui est une évolution de la vie, une évolution de la forme, une évolution de la matière et une évolution de la conscience. Ces 4 éléments font partie de l'anthropogénèse telle que Mme Blavatsky nous la transmet et qu'on peut retrouver sinon par l'étude des civilisations. C'est-à-dire, il n'y a pas que évolution biologique. Il y a évolution biologique. Il y a évolution de la matière, évolution des formes, évolution de la vie et évolution de la conscience. C'est 4 éléments qui concourent ensemble pour faire tout ce que l'on appelle l'évolution. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi au niveau de l'anthropogénèse. Donc continuons avec notre sculpteur. À un moment donné, enfin dès le départ de toute façon, comment est-ce qu'il peut agir pour que son œuvre puisse se réaliser? C'est-à-dire, comment va-t-il, que doit-il ou que doit-elle faire pour que l'œuvre se réalise? Il a besoin d'outils. On est à un autre niveau là. On n'est plus simplement au niveau de l'idée et au niveau de la matière, qui va être le support, si tout se passe bien, pour que l'œuvre matérielle réponde au chef. Pour que l'œuvre matérielle réponde à l'idée. On appelle ça un chef d'œuvre, un chef-d'œuvre. Il y a une relation entre le chef, c'est-à-dire la tête, cap, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire la vision mentale, la pensée qui est là, et puis la matière. Lorsque ça s'accorde bien, lorsque se marie parfaitement la matière à l'idée, à ce moment-là on a un chef-d'œuvre. En anglais ça s'appelle le masterpiece. C'est clair aussi. Il y a le maître et il y a le morceau. Il faut que le morceau puisse être le reflet, le miroir de ce que le maître a dans sa tête. C'est donc une œuvre artistique. Fondamentalement artistique. Et dans l'exemple que je prends, il y a parfois, par contre, une statue ou une peinture, mais qui nous illumine. C'est-à-dire qui nous renvoie quelque chose. C'est qu'il y a une charge que l'on peut ressentir et que tout le monde est capable de ressentir. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui, à l'intérieur de nous, vibre. Et ce n'est pas une vibration estomacale. Ce n'est pas sensoriel de ce point de vue-là, au moins à travers des sens qui sont les sens biologiques. C'est qu'il y a une résonance, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe parce que l'œuvre qui est là parle, elle dit quelque chose, elle passe un message. Elle passe un message parce que, justement, l'artiste a su faire ce travail. Les outils ne sont pas la pensée. Alors on pourrait dire, oui, non, mais ce n'est pas des outils, c'est avec les mains. Ça revient exactement au même. La main n'est pas la pensée. L'outil n'est pas la pensée. On a la pensée, on a la matière et on a les outils. Et ces moyens-là répondent à des techniques. Les outils répondent à des techniques. On ne frappe pas avec, de la même manière, n'importe comment, un marteau sur un ciseau. Ciseau pour sculpter. Il y a des techniques qui sont inhérentes aux outils. Ça forme tout le monde des lois. Tout le monde des lois, et pour ça que je faisais cette référence tout à l'heure avec le livre des morts égyptiens, enfin non, plutôt le scarabée, comment les choses viennent à l'existence. Une sincère et vraie écologie serait de faire les choses comme elles viennent à l'existence, naturellement, c'est-à-dire connaître les lois, les principes et les fonctions. Ce monde intermédiaire, ce monde des outils, symbolise les lois, les principes et les fonctions. Et l'artiste sait utiliser cela, mais les outils qu'il utilise ne sont pas sa pensée. Ce sont des outils qui vont permettre de relier sa pensée à la matière qu'il est en train de travailler.
On a donc un deuxième étage. Le premier étage est l'étage mental. C'est le monde des idées. L'autre étage dont on a parlé dès le départ, c'est le monde de... Je ne suis pas arrivé là. Ah, c'est moi qui commande les trucs. Attendez. Regardez pas, vous n'avez pas le droit de regarder. Merde. C'est pédagogique, pédagogique. Ça va revenir, ça va revenir. Donc, le deuxième étage, qui est le monde de la matière, et on a vu tout à l'heure, gouffre énorme. Mais il y a un autre étage, qui est celui des outils, c'est-à-dire de l'animation. Animation. Les outils vont permettre par la fonction, par la technique, d'animer la chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choix qui vont être faits. Il ne va pas falloir taper n'importe comment. Il va falloir taper selon une certaine application de la vision. C'est-à-dire que la vision mentale est descendue d'un cran tout en restant là où elle est. Parce qu'au moment où il y a le travail qui est fait, il faut aussi qu'il y ait la pensée et le choix. Et tout ça relève du sentiment. On descend d'un cran, qui est le monde du mental, dans un monde du sentiment, de l'animation, qui est le monde du choix. Et c'est un choix qui, lui, est sensible. C'est quand on choisit, il faut espérer qu'il y a une sensibilité, pas une équation mathématique, j'appuie sur le bouton qui me dit fais ça. Et là, c'est une fonction du cœur. Il y a la tête, il y a le cœur. On a donc trois éléments maintenant, ou trois étages, si vous voulez. Mais la pierre, elle résiste. Elle n'est pas d'accord, là. Elle résiste. Je ne vais pas lui donner une conscience minérale, qui sait, mais pas comme on l'entendrait de manière immédiate. Mais c'est la résistance. Le monde matériel a comme caractéristique la résistance. Heureusement. Parce que s'il n'y avait pas la résistance, nous ne pourrions pas progresser. Regardez l'électricité. S'il n'y a pas de résistance, on n'a pas de lumière. Il faut qu'il y ait une résistance pour que quelque chose passe à l'intérieur, et voilà. Donc c'est la résistance est pour nous, êtres humains, un moyen fondamental pour notre progrès. C'est pour ça que la voie spirituelle n'est pas un embourgeoisement. Ce n'est pas quelque chose, disons, coussin. Non, c'est quelque chose d'actif. Il faut qu'on aille chercher nos résistances. Parce que dans nos résistances se trouve notre libération. C'est dans nos résistances que se manifeste notre lumière. C'est pour cela que toutes les voies spirituelles disent « connais-toi toi-même ». Essaye de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Dans la Bhagavad Gita, c'est les Pandavas, c'est les gentils, et puis les Kauravas, c'est nous, et c'est les résistances, les nœuds. On progresse par l'art et la science de défaire les nœuds, pas de les couper, de les défaire. La psychologie qui est celle dont on aura l'occasion de parler n'est pas la psychanalyse. C'est pas tu plonges dans ta fosse sceptique. Parce que si tu es à l'extérieur de ta fosse sceptique, reste-y. Et essaye d'envisager les choses un peu différemment. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'énergie. C'est de l'énergie. Parce qu'il va falloir de l'énergie pour pouvoir travailler. Je suis sûr que l'artiste, avec sa vision magnifique de la Vénus de Milo, il faut aussi qu'il ait des muscles et de la résistance. Pas simplement l'art et la science d'utiliser les techniques, l'art et la science d'utiliser les fonctions et les lois. Pas non plus simplement la sensibilité qui doit absolument répondre à l'idée qu'il a. Sinon, comment est-ce que l'œuvre va être sensible pour qui va la regarder ? C'est quand on dit qu'on voit une statue et que d'un coup elle nous illumine alors que celle d'à côté elle est magnifique d'un point de vue des formes, peut-être même mieux encore que la précédente qui nous charge de quelque chose, qui nous envoie de la lumière, et l'autre, forme parfaite, rien. C'est-à-dire qu'il y a de la sensibilité. En langage un petit peu plus ésotérique, on dira qu'il y a un peu de dimension astrale à l'intérieur de la statue. Et tout ça, c'est quelque chose qui est une donnée exceptionnelle, parce que dans les civilisations anciennes, depuis le monde précolombien, allant jusqu'en Égypte, en allant jusqu'en Afrique, en allant partout, dans toutes ces civilisations qui sont spirituelles, on voit toujours que la statue qui fait partie du temple, la statue qui rentre à l'intérieur d'un cérémoniel, est considérée comme étant chargée. C'est-à-dire, on l'anime. Pour les Égyptiens, c'est dans l'acte justement de la momification,
c'est la cérémonie de l'ouverture des sens. Mais comme par exemple l'ouverture de la bouche. Je veux dire. Alors on a commencé à dire que les Égyptiens, bon, franchement, ils étaient, de ce point de vue-là, c'est des gens qu'il faut enfermer tout de suite. Hein. Toute une civilisation de 3000 ans, on l'enferme tout de suite dans l'asile, parce qu'ils pensent, ils prennent le cadavre, qui est momifié, et puis ils vont lui ouvrir la bouche, pour qu'il se mette à parler. C'est évident que c'est pas comme ça. Là. On est en train de parler d'autres sens, des sens subtils. Donc il faut travailler. Il faut avoir de l'énergie pour pouvoir faire en telle sorte que la matière qui résiste accepte la forme. Autrement dit, ce n'est pas la matière qui donne la forme. La matière reçoit la forme. Ce n'est pas elle qui donne la forme. Ce qui donne la forme est l'artiste. C'est l'idée. C'est le principe spirituel qui donne la forme. La matière prend la forme. Vous comprenez ? Non seulement elle va prendre la forme, elle va aussi prendre la vie. Si la forme correspond, il peut permettre de canaliser cette vie. C'est un acte qui est un acte de ce point de vue-là, effectivement, qu'on peut considérer comme étant magique. Lorsque l'idée est reflétée dans la matière, lorsque la matière qui a été sculptée, qui a été travaillée, traduit la charge de vie, la lumière qui est portée, alors un enseignement est possible. C'est-à-dire que là commence l'évolution de la conscience. Pour que la conscience évolue, il faut vie et forme. Pas simplement que vie. Et pas simplement que forme. Il faut vie et forme qui portent un sens. Qui portent un sens, qui portent une vision. Avons-nous cela, selon ce que dit Madame Blavatsky et d'autres, plus tard? Oui, on a ça, l'humanité a cela. Il y a des êtres, il y a des consciences qui sont plus avancées que nous. Il y a des consciences visionnaires, mais qui ne sont pas des consciences visionnaires dans le sens d'un imaginaire fantaisiste, mais bien réelles. L'acceptation des maîtres de sagesse, l'acceptation qu'existent les maîtres de sagesse, et que ceux-ci, celles-ci, dans l'histoire de l'humanité, sont un peu comme les éducateurs, pour faire que cette humanité puisse progresser vers son humanité. C'est Mme Blavatsky qui a mené ça. Surtout en Occident. Parce qu'en Orient, non. En Orient, justement, ça existait. La chaîne maître-disciple existait. En Occident, non. Non. Tout ça sont des points qui sont importants dans ce qu'on a à voir. Même si encore aujourd'hui c'est rejeté. Hein. Vraiment c'est rejeté. C'est parce que... Non, on en parlera peut-être plus tard. Donc très bien. Alors voilà l'exemple que l'on prend. Maintenant on va prendre cet exemple-là, parce que ça nous donne quand même une idée concrète. On peut le prendre pour bien d'autres choses. Par exemple un livre. Hein? Si quelqu'un écrit un livre, c'est-à-dire qu'il a là, ou une musique, mettons Mozart. Vous voyez que Mozart, quand dans le film Amadeus, c'était très bien, magnifique, non? C'était très bien représenté aussi. Non? On le voit, il est là, alors il est en contraste avec Salieri. Salieri, disons, allégoriquement représente la démarche plutôt moderne, on va dire. Mozart représente plutôt la démarche spirituelle de ce point de vue-là. C'est-à-dire, il entend. Alors il écrit ce qu'il entend. Il faut dire qu'il avait de bonnes oreilles, des oreilles intérieures, et il écrit ce qu'il entend. C'est magnifique ce qu'il entend. Et l'autre, par contre, il veut faire sa petite toune là pour l'empereur, alors il fait comme ça. Non, c'est pas très pragmatique, on dira. Toi, il est très pragmatique, très empirique. Là, ça sonne bien, et il va le faire. Le contraste est très bien marqué à l'intérieur du film. L'autre, non. Il entend. Et alors, il a fait exactement le même processus de la matérialisation entre guillemets. C'est-à-dire, à un moment, la musique qu'il a entendue est emprisonnée dans la matière. La musique qu'il a entendue est prisonnière d'un bout de papier, de signes et d'encre. De la même manière que la vision que l'autre a eue et qui est devenue statue est prisonnière du marbre. Prisonnière mais vivante. Voilà. Mais prisonnière. C'est-à-dire que sa vie
est complètement dépendante maintenant du papier. Alors est-ce que ça peut reprendre vie? Oui, par le lecteur. C'est quand tu rouvres le livre, et si tu es dans la bonne position, à ce moment-là, tu peux retrouver la vie, et puis libérer la vie de ce qui est inscrit. Et c'est ça où la conscience joue. Vous voyez le schéma? Mais par contre, il peut y avoir des livres où je ne le lis pas. Mettons, la doctrine secrète de Madame Blavatsky. On peut la voir n'importe où. On peut même la voir downloader de l'Internet. C'est extraordinaire la grande facilité avec laquelle de nos jours on peut accéder aux textes sacrés d'Orient et d'Occident. La grande facilité, la grande accessibilité que l'on peut avoir vis-à-vis de tout le patrimoine spirituel de l'histoire de l'humanité. Et malheureusement, en même temps, on va constater que l'éveil spirituel est vraiment extrêmement, disons, réduit. Comme si avoir plus de moyens qui portent le subtil n'était pas toujours la meilleure des choses si la conscience qui peut en bénéficier, je parle de la conscience populaire, nous tous, non, n'a pas travaillé à l'intérieur de son propre véhicule les qualités nécessaires pour le faire. Et je suis très surpris, je ne suis pas le seul, de voir à quel point le langage symbolique aujourd'hui est difficile pour beaucoup de gens. Le langage symbolique. Je ne parle pas du dictionnaire des symboles, je parle de ce langage symbolique, de pouvoir avoir récupéré à l'intérieur de soi cette fonction symbolique qui fait partie de la conscience humaine. Extrêmement difficile. Et c'est bien dommage parce que le symbole est le langage de l'esprit. Parce qu'il s'agit de voir quelque chose qui n'est pas visible. Il s'agit chacun d'entre nous de nous voir meilleurs que ce que nous sommes maintenant. Alors, réfléchissons d'un point de vue rationnel. Me voir meilleur ce que je suis maintenant, je ne peux pas me voir. Puisque maintenant, je ne suis pas le meilleur que je voudrais être. Je ne me vois pas. Donc forcément, c'est de l'invisible. Si c'est de l'invisible, comment est-ce que je vais faire? Projeter? Ah non, je ne peux pas projeter autre chose que quelque chose que je possède. Je peux projeter mon psychisme. Alors j'ai projeté mon psychisme, et là, ça va être de la fantaisie. Non, c'est-à-dire qu'il faut que puisse parler quelque chose qui est moi demain, et la seule option, c'est de parler par le langage symbolique. C'est pour ça qu'il faut étudier le langage symbolique. Nous présentons ici des cours de philosophie à la manière classique, dans lesquels, parmi un des cycles, c'est symbolisme comparé. Regardez la doctrine secrète où ils se dévoilent par rapport à ce tu ne peux pas le lire si tu n'as pas la connaissance des civilisations. Minimale. Minimale. Bien, allons-y maintenant. Ah ben c'est moi qui commande tout ici. Black. Ah ben non. J'ai raté ou quoi? Voilà. Donc, avec ce que nous avons vu, avec l'exemple du sculpteur, ben, il y a 4 plans. Ces plans, mental, affectif, énergétique et physique, sont les 4 éléments que l'on rencontre partout. C'est pour ça que quand on réduit les éléments à l'eau, voilà, c'est ici. Le feu, ben si j'ai une allumette, je craque, c'est le feu. L'air, c'est celui qu'on respire. Et la terre, c'est celle qui se trouve dans le pot de fleurs. On est dans une réduction qui est absolument catastrophique. Et qui dénote, disons, une limitation assez grande par rapport au patrimoine, qui est le patrimoine spirituel de l'humain. Ces gens qui ont utilisé les symboles, les 4 éléments terre, eau, air, feu, répondaient à ces 4 plans. Un plan qui est physique, un plan qui est énergétique, à ne pas mélanger, à ne pas confondre, un qui est affectif et l'autre qui est mental. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre sculpteur. Il a eu l'idée qu'il fallait qu'il réussisse à matérialiser de la meilleure façon possible. Pour ça, il a dû utiliser des fonctions, des lois et des principes et des techniques, c'est-à-dire des outils, et utiliser de la vitalité. Bon. Voilà. Alors ces 4 éléments qui sont là sont aussi les 4 issus d'un élément source. C'est moi qui... Je vais le passer. Voilà. On a toujours les 4 qui sont là. Hein. Je fais les dessins qui vont être progressifs pour pas qu'on
déjà suffisamment un peu complexe, puisque maintenant il y a la complexité. C'est embêtant. On préférerait le réductionnisme, c'est-à-dire que tout se réduit à une chose. C'est beaucoup plus facile. Alors si tout se réduit par exemple au biologique, j'en ai beaucoup plus tranquille. Alors par exemple, ça nous a donné, et ça continue, parce que même s'il y a des courants qui sont très intéressants à cette matière-là, au niveau des sciences, que la pensée est le produit du cerveau. Non, mais ça c'est la vision matérialiste. Donc de toute façon, si tu veux étudier la pensée, qu'est-ce que tu veux étudier? Le cerveau. C'est logique, au moins ils sont logiques avec eux-mêmes. Pas commencer à étudier la pensée comme si c'était quelque chose de subtil, on ne sait pas trop. Ça n'existe pas, la pensée. L'âme n'existe pas. L'esprit n'existe pas. La conscience n'existe pas. La conscience est le résultat de toute l'excitation biochimique des cellules. Nous n'existons pas. Ce qui existe, c'est notre corps. Et pourquoi pas? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. L'important, c'est que chacun d'entre nous, nous pensions quelque chose. Il nous faut une cosmogénèse, une anthropogénèse, une vision de l'être humain. Et après, il faut la vivre. Si je suis un matérialiste, vis ton matérialisme à fond. Sois libre, vis à fond. Et n'oublie pas que tu vas mourir. Parce que le matérialisme ou le spiritualiste va mourir pareil. Simplement, si tu es matérialiste, qu'est-ce que c'est que cette vie à la con? Effacez ça là. Cette vie stupide, c'est quoi cette vie stupide? Si je suis matérialiste, je ne suis pas là maintenant. Il faut être intelligent. Être intelligent, ça veut dire je me fais une banque, mais c'est dangereux maintenant. Mais par contre, je peux vendre de la drogue. Je m'enrichis et puis hop, la jouissance. Il faut assumer ces visions du monde. Mais si on a une vision du monde qui est non matérialiste et qui reconnaît la dimension de l'âme et de l'esprit, il faut en faire une culture. Il faut en faire une civilisation. Même si ça prend du temps, il faut agir, individuellement et collectivement. Il faut résister à la tentation et à la pesanteur de la matière, parce que l'esprit est enfermé dans la matière. Comme on va le voir aussi tout à l'heure un peu plus en détail. Il est enfermé. Vous savez, dans la mythologie grecque, Prométhée, il va voler le feu dans l'Olympe. Et Zeus, il est vraiment pas content. Apparemment, il y a un Zeus qui n'aime pas qu'on vole le feu du ciel. Parce que dans la mythologie grecque, il y a un autre Zeus, qui n'est pas celui-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuances dans la mythologie grecque ou autre. Il y a des nuances qui sont très intéressantes. Mais celui-là, il n'aime pas du tout qu'on vienne lui voler le feu. Et qu'est-ce qu'il fait Prométhée? Prométhée, il prend le feu pour faire quoi? Se faire une omelette? Non. Il va prendre le feu pour le donner à l'humanité. Et ce faisant, Zeus l'attache à un rocher. C'est-à-dire que le porteur de la flamme mentale qui vient pour l'humanité est enfermé dans le rocher, c'est-à-dire dans la matière. Et il faut le libérer. C'est-à-dire, puisque tu as reçu le feu, que c'est pour toi, ton évolution en tant qu'être humain, il faut que tu libères celui qui t'a libéré et qui, en te libérant, ou en tout cas en te donnant les moyens de te libérer, s'est retrouvé emprisonné. Et effectivement, Prométhée va être libéré par Héraclès, qui va passer les 12 épreuves, que l'on peut décortiquer d'une façon extraordinaire du point de vue justement de ce qu'on est en train de voir aussi. Il y a des clés anthropogénèse et des clés cosmogénèse aussi. Et va libérer Prométhée. Alors il y a son demi-frère ou son frère, ça dépend des versions, Épiméthée. Alors ça c'est plus au niveau de la philosophie. C'est-à-dire que Prométhée est celui qui pense avant d'agir. Épiméthée, c'est celui qui agit et qui pense après. Alors, évidemment, là, il y a deux voies qui sont deux voies assez intéressantes. Bien. Donc, du point de vue de l'élément source, l'élément origine, l'élément unité à partir duquel les quatre autres éléments se différencient, est appelé éther. C'est l'éther. Au niveau de la constitution de l'être humain, c'est la monade. C'est-à-dire que l'être humain est une monade. On va réduire ça pour simplifier à esprit. C'est un peu plus complexe que ça, mais pour simplifier, on va dire esprit. Et l'esprit et l'éther sont hors de l'espace-temps. Alors là, il faut que je précise un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un espace-temps qui nous est propre.
Je ne suis pas en train de parler de l'espace-temps avec 11 dimensions, les cordes, les supercordes, etc. Parce que ça, j'y comprends rien et je ne peux pas le vivre du tout. Pas personnellement. Non. Par contre, oui, je comprends mieux l'espace-temps dans lequel je suis. Et l'espace-temps dans lequel je suis, il est constitué, moi, en tant qu'être humain, d'un corps physique, d'une vitalité, d'une sensibilité et d'une capacité de raisonner. C'est-à-dire qu'effectivement, mon espace-temps est constitué par ça. Le reste, la monade, l'éther, Jupiter éther, Jupiter éther, Jupiter, le maître de l'Olympe, mais c'est pas tangible, ce n'est pas tangible. C'est pas quelque chose que je peux ressentir. Ce que je vais ressentir, c'est mon psychisme. C'est mon monde intérieur avec un petit i qui n'est pas, rappelons-le, l'être intérieur. C'est l'être extérieur qui a un dedans. Il a des organes, et puis aussi, ces organes-là lui font vivre également des émotions. D'un coup, bref, il sent que tu vois. Mais ça, c'est pas l'esprit. C'est l'invisible dans le visible. C'est-à-dire, voilà, c'est l'être extérieur, c'est pas l'être intérieur qui est un contenu dans la monade. Voilà. Donc c'est un hors espace-temps. Bien. Alors maintenant, continuons. Le schéma qui est le schéma qui explique comment est-ce que le sculpteur va réussir à faire son œuvre, c'est le schéma d'une descente. L'idée va descendre. Mais quand l'idée descend, alors on va le faire avec les éléments. L'idée d'abord dans le plan feu, qui est le symbole feu, voulant dire mental. Le feu du mental, la lumière mentale. Bon, c'est pas la lumette qui vient de se craquer, c'est tout ce qui concerne la capacité cognitive, la pensée. Bon, va descendre d'un cran, et là on a donc dans le plan de l'air, mais c'est feu-air. C'est pas que c'est coupé, c'est que maintenant c'est feu-air. C'est-à-dire que même dans le monde de sentiments, on peut le réfléchir. On peut penser nos sentiments. On peut réfléchir sur nos sentiments. On peut réfléchir sur nos émotions. On a un pouvoir mental dans le monde de l'affect. Heureusement, même si on ne s'en sert peut-être pas nécessairement tout le temps. Parfois, c'est l'affect qui prend le dessus sur la capacité de réfléchir. Et même des moments, c'est tellement terrible que la colère nous prend et que là, on oublie le mental dans le sentiment. Il n'est plus là. C'est après, je regrette, je l'ai tué, je l'aimais tellement, je l'ai tué, c'est un coup de colère, je ne suis pas coupable. Ce qui est coupable, c'est la colère. Non, on a une possibilité de travailler sur le monde affectif. On a une possibilité de pouvoir travailler et de pouvoir sublimer, de qualifier notre monde d'émotions et de sentiments. Il y a du mental. L'idée est descendue là. Elle est maintenant dans le plan affectif. Après, on descend un peu plus. Alors là, c'est eau, air, feu. Parce que c'est pareil, la vitalité, c'est la même histoire. Il faut que le geste soit un geste qui porte la pensée avec la bonne mesure qu'il faut, c'est-à-dire la bonne énergie qui va être appliquée pour que le résultat soit un bon résultat. Parce que sinon, si je me suis raté là, en tapant trop fort sur le ciseau, la statue vient de perdre la tête. Non, c'est un peu grave. Il faut tout recommencer. Donc c'est l'art et la précision. On est vraiment dans des dimensions artistiques de maîtrise. Parce que ce n'est pas simplement de maîtriser une technique pour tailler de la pierre. C'est maîtriser une technique pour incarner un esprit. Et quand on incarne l'esprit, il devient de plus en plus prisonnier. L'idée, là, devient prisonnière de la sensibilité. Mais quand même, avec un degré de liberté qui est très grand par rapport à ce qui suit, par rapport à ce qui suit après. C'est-à-dire quand la chose, elle est enfermée, elle est enfermée. Et c'est à nous de réveiller les esprits. C'est à nous de réveiller l'esprit des patrimoines spirituels de l'humain. Pour ça qu'on fait civilisation comparée et philosophie comparée. Parce que ça dort, c'est le grand dormant. Le grand dormant est dans toute chose. Le grand dormant est dans la nature. La sagesse est dans la nature. Il faut réveiller. Il faut réveiller. Et c'est pas biologique. Et c'est pas automatique. Il n'y a pas de recette.
la seule magie qui peut permettre de réveiller est la conscience. Donc voilà, très bien, on a ça, mais on va continuer. Tiens, le plus bizarre, il m'en manque un. Mince, parce que j'ai pas mis dans l'ordre. Bien, ça va bien. Donc, à chacun de ces plans, qu'il ne faut ni confondre, ni exclure, ni mélanger, mais qu'il faut gérer. C'est-à-dire, la grande problématique de l'être humain, c'est comment faire pour harmoniser 4 plans qui sont par eux-mêmes contradictoires. C'est-à-dire que chacun veut partir de son côté. Mais là, c'est là. Tant qu'on est en vie, c'est là. Ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité humaine, dans l'étape où nous sommes, est constituée de ces 4 plans. Plan physique, plan énergétique, plan émotionnel, sentimental, affectif, plan de la raison. Alors on dit, dans la sagesse populaire, que le cœur a ses raisons, que la raison du cœur. Et ben là le problème. Et à l'envers, la raison veut faire quelque chose et l'autre dit pas se faire voir chez les Grecs parce que je vais certainement pas le faire. Moi ce qui m'intéresse c'est la jouissance. Mais la raison va dire non, attends, il faut que tu interviennes. Là, regarde, il y a un problème là. Sois humaniste. Oui, les autres. Demain, je serai humaniste. Là, je peux pas aujourd'hui. J'ai le gâteau à la crème. Comment ? C'est ça. Donc, équilibrer tout ça, harmoniser tout ça, est le devoir de l'humain. Parce que comme on a vu la semaine dernière, c'est par cette harmonisation de la personnalité que le contact paradoxal, certes, mais à pouvoir se faire avec la monade. On ne part pas à la quête de la monade. Il n'y a pas besoin de partir à la quête de la monade parce qu'elle est. Tu ne pars pas à la quête de l'être. Si l'être est, il est. Ce que tu pars, c'est la conquête de toi-même. De manière à fournir à cette réalité qui est un miroir dans lequel il peut se manifester. On n'a pas un esprit qui dort. On n'est pas relié à une dimension spirituelle qui dort et qui de temps en temps vient nous voir. Elle est constamment là. C'est nous qui n'y sommes pas au rendez-vous. Et ça, toutes les philosophies d'Orient et d'Occident nous enseignent cela. Et pas simplement que nous enseignent, nous expliquent comment il faut faire. Et quels sont les combats qui sont à mener. Quand on prend par exemple le Bhagavad Gita, c'est assez clair. Bien, donc il y a la sphère mentale, puis ensuite ça descend, la sphère affective et mentale, sphère, c'est-à-dire monde à part, entière, qui n'est pas le produit de l'un et de l'autre. C'est une génération par les éléments, mais ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'effectivement les règles et les lois du monde affectif ne sont pas celles de la raison. Alors il va falloir essayer d'harmoniser. C'est ce que Platon présentait avec sa vision de la cité idéale. Bon, et puis ça continue. Sphère énergétique, affective, mentale. C'est-à-dire que l'idée ne se perd pas. L'idée doit descendre jusqu'à sa réalisation. Elle ne peut pas se perdre. C'est pour ça que le premier élément, le premier symbole de toute initiation, comme on peut le constater dans l'étude, est l'élémentaire. Pas élémentaire, élément, terre. C'est-à-dire là. C'est-à-dire la persévérance, la constance, la capacité de suivre une voie, la capacité de suivre des décisions et des engagements, la capacité de tenir sa parole, la capacité d'être authentique. Parce qu'on ne peut pas penser un chemin de l'humanisation par intermittence. Ce n'est pas ce que la nature nous enseigne. La nature nous enseigne que dans toute l'évolution, ce qui était au départ se retrouve à chaque moment. Et on le voit par exemple dans l'embryogenèse. Bien, donc sphère matérielle, énergétique, affective et mentale. Ah, voilà le schéma. Donc il est bien passé. Mais il y a un double mouvement. Ce que vous voyez là, c'est l'évolution de la matière. La matière est responsive.
elle peut répondre. C'est pour ça que dans la tradition, mettons, alchimique ou même astrologique, la matière, cette matière-là initiale va être représentée par le symbole du taureau. Si quelqu'un est taureau, ce n'est pas qu'on est en train d'expliquer ce qu'il est psychologiquement. Là. C'est le symbole qui est le symbole en lui-même. C'est une matière indifférenciée, mais plastique et magnétique. Alors c'est du magnétisme indifférencié. Ça veut dire que je peux prendre n'importe quelle forme. C'est protéiforme. C'est la capacité de prendre n'importe quelle forme. Donc c'est une plasticité. Élasticité, plasticité, au départ. Donc cette matière-là, si elle a beau être plastique, primordiale, ne va pas faire grand-chose avec ça. On ne peut pas, avec une matière qui est pratiquement du plasma, fabriquer un château. Donc la matière, elle va évoluer en correspondance avec la descente de l'esprit. Elle va évoluer pour devenir le réceptacle, le support objectif permettant que le subjectif se manifeste. Si on n'arrive pas à ça, eh bien ma foi, on est coincé, bloqué. C'est pour ça qu'il y a un grand enseignement qui nous est donné. C'est que c'est la nécessité qui produit le changement. Tout changement réel est produit par la nécessité, pas par le besoin. La nécessité est plus forte que le besoin. La nécessité est force de loi. Si ça t'est nécessaire, et si là tu l'as comme une nécessité, la chose va arriver. Ça va enclencher l'affaire. Toute l'évolution de la matière est due à la nécessité qu'a la monade de prendre conscience d'elle-même. Prendre conscience d'elle-même. Et tu ne peux pas prendre conscience de quoi que ce soit s'il n'y a pas interaction avec du concret. Il faut qu'il y ait interaction avec du concret. C'est pour ça que la voie spirituelle n'est pas une voie, disons, du repos. C'est une voie du combat. C'est un combat. Un combat contre soi-même, pas un combat contre les autres. Voilà. Donc au fur et à mesure, vous voyez, la matière va progresser. Au fur et à mesure que l'esprit descend. Donc il y a une involution et il y a une évolution. Il y a une involution de l'esprit ou de l'idée, dans tout ce que nous faisons, on le vit, et il y a une évolution de la matière. Vous voyez ? Imaginons que je vois quelqu'un dans sa cuisine en train de prendre des œufs, les casser, sortir la farine, les battre les œufs, etc. et autres. Et que je ne sais pas quelle est la recette qu'elle est en train de faire. Mais si j'observe l'évolution de la matière, je peux peut-être réussir à voir et à comprendre que la personne est en train de faire des crêpes, mettons. Ou c'est son intention de faire des crêpes. La science aujourd'hui, et surtout depuis un certain temps, évidemment qu'elle voit l'évolution de la matière. C'est le visible. C'est le visible. L'évolution de la matière est visible. L'involution de l'esprit, non, n'est pas visible. Parce que justement, l'esprit qui involue doit se rendre visible par une matière qui puisse la représenter. Et nous, c'est pareil, si nous voulons être spirituels, nous sommes spirituels déjà. Dans les textes bouddhistes, nous sommes déjà libérés. Sauf qu'on ne le sait pas. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on réussisse à le savoir. Cette copie de Windows n'est pas authentique. J'espère que vous n'avez pas vu ça, parce on est donc des truands là. On a piraté une copie de... Pas grave, il est assez riche, il ne va pas mourir. De toute façon, moi je suis avec Ubuntu, alors... je suis pas avec Windows. Bien, continuons. On va faire une petite pause, ne vous inquiétez pas. Ah, attendez voir. Oui. Donc, avec ça, maintenant, on va passer à l'évolution de l'humanité. Dans les enseignements que nous recevons, si nous les lisons, la doctrine secrète nous parle de 7 humanités. 7. Bon, dans d'autres traditions, on retrouve la même chose, où on peut retrouver aussi plusieurs humanités. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de l'humanité. Bien. Alors là, on va regarder un petit peu par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent.
pour voir un peu les choses. Vous allez voir, ça va se compliquer un petit peu, vous voyez, ça se complique. Bon, on va essayer d'y aller tranquillement. Donc, on nous parle d'une première humanité qui correspond à la relation entre un état spirituel et une réalité physique. C'est l'écart qui existe entre la dimension spirituelle, pour l'appeler comme ça, et la réalité physique est énorme. Comme quand on a vu pour le sculpteur. C'est-à-dire qu'au niveau des plans, le contact n'est pas vraiment établi là. Il y a quelque chose qui doit évoluer, qui est la matière, au même moment où quelque chose involue, qui est l'esprit. Comme on a vu avec l'exemple qu'on a parlé tout à l'heure. Dans la deuxième humanité, on se retrouve dans une situation où la matière a progressé, c'est-à-dire qu'elle s'est qualifiée, mais elle ne s'est pas qualifiée toute seule. Rien ne se fait tout seul. On en a l'expérience dans tous les jours. C'est-à-dire, faisons donc l'expérience. Ne balayons pas, ne passons pas la mop, ne lavons pas la vaisselle, ni le linge, mettons pendant 3 semaines. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Ça va être un petit peu spécial. À peine on a nettoyé que déjà ça commence d'où vient la poussière. Non, rien ne se fait tout seul. Pour ça que HPB, donc Madame Blavatsky, a dit la chose suivante. Elle a dit les mystères sont ceux de la perception. Et elle a dit les progrès sont fonction du mérite. C'est le mérite. Mais pas le mérite de l'autre, c'est son mérite, c'est ton mérite. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on est déjà libre. Puisque c'est notre mérite. On est déjà libre. Libre de quoi ? De faire ce qu'il faut ou de ne pas le faire. La liberté, on l'a. Donc, il n'y a personne qui va évoluer pour nous. Même si autour de nous, on a des gens qui évoluent. Mais si nous, on ne se met pas à la tâche, on n'évoluera pas. La seule chose, c'est que l'ambiance, peut-être, si on est autour de gens qui évoluent, sera plus propice, peut-être, pour nous inspirer. Mais c'est pas que moi, je vais me mettre à côté du Bouddha, discret. Et d'un coup, son illumination va m'illuminer dans le sens que je vais rentrer avec lui dans le nirvana, mettons. Non. Par contre, l'ambiance générale est peut-être plus facile que si je me retrouve dans un taudis dans lequel c'est le bordel, quoi. Bordel dans le sens vrai, là. Disons, dans ce cas, c'est le plus difficile. Peut-être que c'est une épreuve. Mon fils, si maintenant tu as réussi à dominer légèrement tes pulsions instinctives, viens, on va t'emmener dans un endroit où n'importe qui rentre à l'intérieur tombe par terre. Dans la... Non. Ici, c'est la deuxième humanité, donc ça descend. Alors là, il y a quelque chose qui se passe ici. C'est que ce qui va arriver à la troisième humanité, c'est qu'il y a un croisement, qui est un croisement entre l'esprit qui involue et la matière qui évolue. Et là, on est en train de parler de l'humanité. Donc il y a un support, qui est un support humain, qui au départ n'est pas biologique, dans le sens où on en parle, parce que vous savez très bien que la Terre, elle n'est pas apparue comme elle est là. C'est pas qu'avant il n'y avait rien, puis d'un coup, paf, la Terre est là, avec sa croûte, avec toutes ses montagnes, avec ses mers et autres. La Terre était gazeuse. C'était du plasma. Alors je sais que ça serait un peu stupide de penser qu'à l'époque où la Terre était feu et gaz, que alors il y avait des êtres humains qui existaient comme nous. Là, le support n'était pas comme ça. Le support nécessairement correspond à l'évolution de la matière. Donc là, on n'est pas dans une humanité physique, comme on la conçoit. C'est une humanité qui n'est pas physique, comme nous sommes aujourd'hui, mais qui est cependant. Parce que l'esprit n'est pas d'un coup le produit qui va sortir, on ne sait pas trop quand. Non, il n'y avait pas d'esprit tant que la planète Terre ne s'est pas solidifiée. Et une fois que maintenant la planète Terre s'est solidifiée, alors l'esprit apparaît. Il apparaît d'où ?
D'où vient-il l'esprit? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ce qui est valide au niveau de la réalité physique est aussi... On cite souvent Hubert Reeves, ce qu'il nous dit poussière d'étoiles. Aujourd'hui, c'est connu. C'est-à-dire que les atomes qui nous constituent c'est coexistant à quelque temps après le Big Bang. C'est-à-dire en tant que molécule, en tant que particule. Avant, c'était lumière, qui va devenir dans la différenciation les particules. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, d'un point de vue matériel, nous sommes contemporains de la création de l'univers. Sa vision matérialiste ne peut pas considérer que c'est pareil au niveau de l'âme, ou ce qu'on appelle l'âme, ou l'esprit, ou la monade. La monade est contemporaine de la manifestation de l'univers. Tac, troisième humanité. Il y a une évolution. Alors, l'involution continue. On n'est pas arrivé encore à l'aspect le plus achevé. Quand on arrive à l'élément le plus achevé, là peut commencer un travail plus concret. Tant que ce n'est pas encore achevé, il y a un travail, mais c'est pas concret. C'est pas complet. Tu vois. Il faut arriver à la complétude. C'est pour ça que toujours on nous enseigne, dans une certaine voie, qui est la voie spirituelle, de finir ce que l'on commence. Parce que c'est important de finir ce que l'on commence, d'achever ce que l'on commence. C'est intéressant que achever veut dire aussi pan, c'est tuer. Achever, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que tout est fait. C'est-à-dire tout est là. Et parce que c'est là, maintenant, ça commence ce travail, comme on va voir tout à l'heure. Quand c'est achevé. Pour ça que la philosophie et la manière classique nous dit donne-toi des objectifs achevables. Ne commence pas à te donner des objectifs que de toute façon tu n'arriveras pas. Parce que si tu n'arrives pas à achever, à atteindre ton objectif, tu ne pourras pas en retirer l'essence. La cuisine nous l'enseigne d'une façon merveilleuse. Si le couscous n'a pas fini de cuire, on ne va pas pouvoir dégager l'essence. Parce que c'est ça qui fait qu'on apprécie, c'est pas la pensée de où va aller et par où ça va passer, tout ce qu'on n'assimile pas. C'est pas ça qui nous mobilise pour faire un bon petit repas. Et il faut terminer ce que l'on commence. Voilà, parce que si tu termines ce que tu commences, tu te donnes la possibilité d'en retirer une essence. Si tu ne termines pas, tu auras une expérience, mais toujours inachevé. C'est d'achèvement en achèvement que l'on monte. C'est pour cela que les symboles, c'est une échelle. Alors imaginons une échelle, on est au rez-de-chaussée, il faut monter au deuxième étage, les 4 premiers échelons sont tout à fait solides, mais le 5e, il est déjà pourri. Le 6e, il peut se décrocher. Non, c'est une échelle où tous les échelons sont solides, achevés, résolus. La résolution, c'est une belle résolution, c'est fait. À partir de là, ça commence. Donc ici, ce point-là, c'est la rencontre entre la descente de l'esprit et la montée du support. Du point de vue des traditions, c'est la naissance de l'être humain. Là naît l'être humain. Au niveau de la mythologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Prométhée qui amène l'étincelle. C'est Prométhée qui amène le feu. C'est la naissance de l'être humain. Là naît l'être humain. Avant, s'il est virtuel. Avant, il est potentiel. Il passe de la potentialité à la virtualité, de la virtualité à l'acte. Et l'acte de naissance de l'humain, c'est quand la dimension mentale, la dimension spirituelle, ou quelque chose de cette dimension spirituelle, qui est l'étincelle, arrive en l'humain. Et là, c'est ce qui va se produire, c'est ce qui se produit dans l'étape évolutive de l'humanité, dans la troisième humanité. Et ça descend. Bon, on va faire une pause, ça va faire du bien. Et on continuera tout à l'heure. Poussière, c'est une façon de le dire. Et puis après, les choses. Donc, il y a toujours cette idée du 1 qui se différencie après pour donner le multiple.
C'est assez remarquable quand on réfléchit que le corps biologique est né d'une cellule fécondée. Et quand on regarde la cellule fécondée, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Et après, tout se passe par une différenciation, mais qui est époustouflante. Il y a un programme. La matière est programmée, elle est informée. Vous voyez? Informée. Information. Information. L'information ne provient pas de la matière. L'information provient de l'esprit. La descente de l'esprit et ce double mouvement entre la descente de l'esprit et la montée de la matière. Ce qui est une expérience que l'on peut faire tous les jours dans notre propre vie. C'est même une expérience discipulaire. C'est-à-dire de faire en sorte que les idées qui nous habitent, dans la mesure où on les a passées au crible pour voir si ce sont des idées qui sont cohérentes, ce sont des idées qui ont un certain fondement, même plus qu'un certain, qui sont fondées. Et comme je ne peux pas fonder moi-même la justice de mes propres idées, je suis obligé de les confronter. Donc il faut que je cherche une sagesse. Parce que la sagesse va me donner la plume de Marat. Là où mon cœur vibre, il faut qu'il vibre en fonction de la plume de Marat. C'est-à-dire qu'il y a donc une éthique, il y a une psychologie, il y a une vision de l'être humain, il y a une vision de la philosophie de l'histoire. Il faut que je puisse me rattacher à ça. Sinon je deviens moi-même mon propre juge. Et ça, non, je ne peux pas être mon propre juge. Je peux être évaluateur, mais pas juge. Ou si je le suis, il faut que je puisse m'appuyer sur une norme, qui soit une norme spirituelle. Bien, donc, là maintenant, vous voyez qu'on est dans cette situation assez extraordinaire où l'involution de l'esprit est au maximum, est arrivé à l'étape maximale de la densification. Là, l'esprit est attaché au rocher. Mais il est là, attaché au rocher. C'est-à-dire que sa puissance est complètement limitée. C'est comme si sa puissance qui était très grande dans son monde, dans le monde feu, ici dans la terre est très limitée. On le vit tous les jours. Nous avons des idées faciles. Quand on a un problème, on le réalise dans la tête, ça y est, c'est fait. Oui, mais il faut que... Je sais très bien ce qu'il faut que je fasse pour que ça aille mieux. La plupart des gens, moi y compris, je sais très bien ce qu'il faut que je fasse pour que ça aille mieux, mais un petit bout, de temps en temps, là, fainéant, là. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Oui, mais après tu sais où tu es. Alors. Ne pleure pas sur ton état si tu sais ce que tu as investi pour le changer. Tu veux changer plus, investis plus. Parce que ça sera le fruit du mérite. Pourquoi je disais ça? Bon, enfin, en tout cas. Donc là, il est vraiment prisonnier, l'esprit. Et c'est pour cela que ça nous est si dur. Parce que nous avons l'étincelle spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est lourd pour bouger tout ça? Pourquoi? Parce que tout ça, c'est là. Tout ça, c'est vraiment matériel, c'est dense. On a une pesanteur qui n'est pas la plus forte, c'est pas la pesanteur physique, là. C'est la pesanteur psychique. Oh lolo! Ne parle pas de la pesanteur mentale. C'est-à-dire des éléments qui sont des éléments qui constituent la personnalité. Il y a un poids qui est énorme. On sait très bien ce qu'il faut que l'on fasse. Alors je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais tu le valorises? Comment tu le valorises? Tu sais très bien ce qu'il faut faire. Et comment tu le valorises? Quelle est la valeur? C'est-à-dire ton idée qui est là très claire, qu'est-ce qu'elle vaut là dans l'astral? C'est-à-dire dans le sentimental, dans la valorisation. Si ta valorisation elle est toute faible, elle est toute petite, dans ce cas-là, qui va gagner? C'est pas l'idée qui va gagner, c'est l'excitation extérieure. Tu vas être excité. Tu vas avoir une citation à l'extérieur de toi-même par tous les objets qui sont là, les miroirs aux alouettes, dans ton existence et tout le tralala, tu es complètement éparpillé.
Et donc la valorisation de l'idée que tu sais ce qu'il faut que tu fasses, c'est ta voix du silence, c'est la voix de ta conscience. Mais enfin, dans la réalité, je ne l'écoute pas vraiment. Ou je l'entends, mais je tourne le regard ailleurs. Tu viens là, je tourne là. On est dans la dualité, génial. Voilà. On peut sauter à côté, trouver des justifications extraordinaires, remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, accorder des valeurs, mais qui finalement sont des valeurs qui sont moindres que la réalité, parce qu'on est plutôt intéressé à la satisfaction de ce désir. Le monde du désir, il est là. En sanskrit, c'est kama. En espagnol, ça veut dire le lit. Mais bon, là, c'est kama en sanskrit, qui intègre quand même le lit. Le désir. Mais c'est pas qu'il ne faut pas le dehors du désir, c'est qu'il faut aussi que le désir puisse se sublimer. Parce que c'est une énergie. Et cette énergie, elle va être canalisée, c'est un sivi. Ça va être canalisé dans des directions qui sont les plus appropriées pour toi-même. C'est-à-dire pour réussir à transformer la personnalité pour qu'elle devienne miroir de ce qui est au-dessus. Donc voilà l'affaire. Alors non seulement là, mais je n'ai pas beaucoup valorisé, mettons que aussi quand même l'énergie. Parce que c'est pas parce que tu as valorisé correctement ce qu'il faut que tu fasses, parce que tu sais que c'est clair dans ta tête qu'il faut que tu le fasses, le feu et lumière. Ensuite, le feu, là, dans l'astral, qui est le même. Bon, pouf, mais c'est le même dans l'astral. Donc c'est ton idéalisme, c'est ta puissance d'action, ta puissance de génération. C'est pour ça que, par exemple, les Égyptiens représentaient ça par le minifitalique. C'est-à-dire qu'il y avait la capacité de pouvoir générer ce qu'il faut pour produire. Ou karma yoga. Dans la Bhagavad Gita. Le yoga de l'intelligence et de l'action. De l'action. Action. Parce que si tu fais action, tu vas avoir réaction. De quoi? Du milieu. Milieu humain, milieu naturel. Et c'est la réaction qui va te donner la mesure de la correspondance entre ta compréhension de ce qu'il faut que tu fasses et la capacité de le réaliser en conséquence. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'était clair dans ma tête, je l'ai fait, regarde le résultat. Il vaut 3 sur 10. Alors, pleure un peu, et après tu te dis, pourquoi il veut 3 sur 10? Où était le bug? Où ça s'est mal passé? Et si jamais j'arrive à le déterminer, je vais me faire un plan d'action, un plan de travail. Ça, le disciple-là. Parce qu'il faut une discipline. C'est comme ça qu'on avance aussi. Alors mettons qu'il y ait de l'énergie là. Donc on a feu, air, eau. Pas mal. Si on est arrivé jusque-là avec l'idée de ce qu'il faut qu'on fasse, et qu'on arrive juste à ce moment-là, on est presque au but. Mais il y a encore ça, c'est qu'il faut le faire concrètement. Il faut le faire concrètement, il ne faut pas simplement que ça soit une étincelle énergétique de vitalité. Waouh! C'est un peu excité, la vitalité de tous les côtés, puis à la fin, rien de concret. Parce que si c'est concret, là tu auras la continuité. Construis donc ta maison avec des briques en pain d'épices. Et tu me diras qu'est-ce que ça fait à la fin. Dans les contes et les légendes, ça fonctionne. Mais dans le réel, non. La 4e humanité... Attendez, je vais passer à la suivante. Voilà. Ça se complique. On a bientôt fini. À minuit, c'est... La situation que l'on est là, la numéro 4, et c'est intéressant parce que ce numéro 4, on va le retrouver aussi ailleurs dans le cycle. Dans tout ce qui est cycle, au moins dans ce qui nous concerne, le nombre 4 est en rapport avec cette situation-là. C'est une situation où ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. C'est-à-dire que l'esprit est en bas, et la matière est en haut. Mais une matière informée. Par qui? Par l'esprit. C'est l'esprit qui informe. Et maintenant, il y a une matière, mais qui est tellement informée, tellement, disons, capable, de par cette information, c'est ce programme, qu'on n'a plus besoin de penser l'esprit. On peut faire l'économie de l'esprit. Ce que fait la science. La science qui étudie la matière trouve les lois, place des équations, est capable d'utiliser ces équations pour faire de la technologie. On n'a besoin d'aucun Dieu.
On n'a besoin d'aucun esprit. On peut se faire l'économie de l'esprit parce que la matière est parfaitement programmée. Elle est parfaitement programmée à quoi? À la suivre. C'est-à-dire, maintenant, vous voyez comment est-ce que ça s'inverse? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que l'esprit, maintenant, va pouvoir remonter, peut-être. Il va le faire, en principe, mais peut-être sans nous. Alors c'est comme si, bon, le train, il arrive, il s'arrête à la gare, je le regarde s'arrêter, les portes s'ouvrent, je regarde les portes qui s'ouvrent, je regarde les portes qui se ferment, et je regarde partir. J'ai raté le train. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rater le train. Parce que nous, selon ce qu'on nous explique, nous ne sommes pas dans la 4e, nous sommes dans la 5e. On est dans une situation qui est une situation extrêmement paradoxale et à l'analyse en retard. C'est-à-dire qu'on est en dessous des moyens qui sont les nôtres. L'humanité à l'heure actuelle a beaucoup plus de possibilités d'arriver à un état spirituel que l'état manifesté. Parce que regardez comment est-ce que l'on détourne toutes les connaissances que l'on a de la vie, des forces de la nature, mais pas au profit du beau, du bien et du juste. Pas au profit de l'humain. Au contraire. On est en train de faire un détournement majeur de forces qui sont effectivement beaucoup plus manifestées, beaucoup plus accessibles. On a aujourd'hui accès à un pouvoir spirituel. Il est là. Mais on l'utilise mal. On utilise la connaissance que nous avons de l'humain en psychologie. Par exemple, il y a beaucoup de psychologues qui sont employés par les entreprises, de publicité par exemple. C'est pas pour faire avancer la conscience humaine. C'est pour réussir à trouver la meilleure façon, couleur, image, son, rythme, c'est-à-dire l'utilisation de ce que fait la vie à l'heure actuelle manifestée, parce que c'est là, mais pour le profit, quel profit? La voie spirituelle, telle qu'elle est enseignée d'Orient en Occident, nous dit il faut évoluer par l'intelligence. La voie de la modernité n'utilise pas l'intelligence, utilise la force. Veut régler les problèmes par la force. Il suffit de le voir, mais c'est tellement évident du point de vue international que dès qu'il y a un problème, on y va avec la force. Et quand on regarde plus proche de nous, c'est la même histoire. J'ai un petit conflit avec le voisin, je l'emmène en cours. Et on va résoudre ça en cours. On ne va pas essayer de chercher la conciliation, de réfléchir, de se calmer. Calmons-nous d'abord, réfléchissons après. Est-ce qu'il y a une possibilité d'arrangement? Qu'est-ce qui va permettre de faire ça? L'intelligence. Et l'intelligence vient d'où? De l'étincelle monastique. L'intelligence vient de cette étincelle de feu. C'est-à-dire vient à partir de là. Il y a un long chemin qui a été fait. Tout ça, ça s'exprime dans millions d'années. C'est-à-dire que l'évolution telle qu'elle nous est présentée par la doctrine secrète n'a plus rien à voir avec les chiffres qui sont ceux que nous connaissons. De toute manière, qu'est-ce que tu veux faire? Si avant, c'est pas matériel, si avant c'est éthérique, comment tu fais? Il n'y a pas de trace. La seule trace, c'est s'il y a une mémoire qui est une mémoire dans les plans plus subtils. Et de toute façon, sans mémoire, il n'y a pas d'évolution et il n'y a pas de création. Parce qu'il faut la mémoire de l'idée. L'idée qui préside à la manifestation, qui se réalise dans le concret. Il faut que l'idée soit là tout le temps. Non seulement jusque là, mais jusque là-bas. Jusqu'à la finalité, jusqu'à l'oméga. Parce que si on perd l'idée... Bien, donc voilà. Alors ici, vous voyez, c'est vraiment le point charnière où l'esprit, là, va commencer sa remontée, et que là, donc son évolution, c'était l'involution, évolution de conscience. C'est que maintenant, là, il y a la possibilité de conscience. C'est dans le concret qu'il y a la conscience, pas dans l'illusion. C'est ça qui est intéressant, c'est que la voie spirituelle est éminemment concrète. Tu te confrontes, mais pas t'affrontes. Tu t'affrontes pas, mais tu te confrontes à la réalité objective. Il ne faut pas être subjectif, il faut être objectif. Objectif envers toi-même. Et pour ça, la seule possibilité, c'est, oui, pense, imagine, agis, regarde. Quant à les résultats, c'est là que tu peux regarder. C'est comme ça qu'on progresse.
Donc c'est ça. Et là, la matière, elle involue, et ce qu'on va dire, c'est qu'elle dévolue. C'est la dévolution. La dévolution, ça veut dire que la matière prend de moins en moins, disons, de poids. Elle devient plus subtile. Hein? Parce que cette subtilité, elle devient plus subtile au fur et à mesure que l'esprit aussi se libère. C'est pour ça qu'il faut apprendre effectivement la légèreté. La psychologie, par exemple, ma propre psychologie, il faut que je la considère. Elle ressemble à quoi? Mes réactions, mes émotions, mes sentiments. Comment j'agis? Comment est-ce que cette conscience qui est moi, comment est-ce qu'elle agit? C'est quoi ces critères? C'est quoi ces sources d'inspiration? C'est quoi ces lumières? C'est quoi ces mesures? Est-ce que cette conscience, c'est-à-dire moi, et ce moi qui parle est le mortel, est-ce que il y a une direction? Qui sont mes maîtres? Ça, c'est important. Tant qu'on est en vie, il faut le faire. Parce qu'une fois qu'on est mort, on a perdu le corps. Alors après, si on est là, tu comprends, c'est que nous, on a besoin de ça. Il y a peut-être des états de conscience dans lesquels il n'y a pas besoin de ce corps-là, qui a une autre corporéité. Vous savez, en Égypte ancienne, c'est le corps de gloire ou corps de lumière. Hein, c'est l'Osiris blanc. C'est un corps. Mais c'est un corps de lumière. Moi, je n'ai pas un corps de lumière. Hein. Donc, pas commencer à m'illusionner. J'ai un corps biologique, là. Et c'est ce qu'il me faut. Le karma, disons que la loi de la vie est bonne. Elle nous a mis là où on a besoin d'être pour qu'on puisse progresser. Elle nous a donné les éléments qui sont les nôtres pour qu'on puisse progresser. Quel dommage que la culture, elle, ne nous donne pas la possibilité de le vivre. Et nous fait des obstacles. Nous crée des obstacles. Parce que l'objectif de la société moderne n'est pas la conscience. C'est pas la conscience. D'ailleurs, est-ce qu'elle a un objectif? Donc on essaie d'y réfléchir. Oui, il est l'objectif. Un monde sans étoiles, un monde sans étoiles polaires. D'après ce qu'on nous dit, les cinquièmes humanités, c'est là où nous sommes. Nous sommes à l'intérieur de cette humanité-là est arrivée là. En principe, c'est-à-dire en possibilité, mais pas en actualité. Comment? C'est pas en acte. Mais ça pouvait l'être, ça peut l'être en acte. C'est pas un potentiel dans 10 000 ans, là. Parce que si c'est un potentiel dans 10 000 ans, la seule possibilité de pouvoir le réaliser, c'est que j'accélère mon évolution personnelle. On appelle ça initiation. Mais avant ça, on a là des éléments qui sont là. Ils sont là prêts à rentrer en acte. Donc c'est du virtuel. C'est là, mais ça n'a pas donné tout ce que ça peut donner. Et si ça n'a pas donné tout ce que ça peut donner, c'est parce que nous, on n'a pas décidé d'en être le réceptacle conscient, en harmonisant la terre, l'eau, l'air et le feu le mieux que l'on peut, en créant une conscience unificatrice, en créant une conscience unificatrice qui fasse de notre personnalité un carré, avec la conscience unificatrice. Alors je ne suis pas le corps physique, ni le corps vital, ni le corps astral, ni le corps de la raison. Je suis au centre de ça. Ça s'appelle la concentration. L'objectif de la concentration, c'est ça. Tu n'as pas besoin. Et après, tu as des techniques qui sont parcellisées et qui peuvent t'aider. Mais la concentration dont on parle, c'est d'arriver à cette situation-là. C'est-à-dire de faire d'un carré un cercle. Mais de ne pas mélanger. Parce que les lois et les fonctions sont différentes. Harmoniser tout ça n'est pas évident. Mais ce que nous disent les spiritualités d'Orient et d'Occident, c'est que cette conscience unificatrice, et c'est celle-là qui est attendue par la monade, pour pouvoir vivre l'expérience qui lui est nécessaire. Parce que la monade, elle va venir et elle repart. Et ce qu'elle veut, c'est ici accentuer son expérience de conscience pour qu'elle devienne lumière. Voilà ce qu'elle veut faire.
Donc il faut que moi, qui suis le petit moi là-dedans, là, qui a un lien paradoxal et difficile peut-être à saisir avec cette monade-là, je puisse faire le nécessaire. Parce que si je fais rien pour elle, qu'est-ce qui restera de ma personnalité? Rien. Il faut être au service du maître. Le maître est la monade. Donc ça veut dire qu'elle attend ça, pourquoi? Pour son expérience spirituelle. Alors on va pouvoir se manifester là, dans le physique. Se manifester dans l'astral, se manifester dans la raison. Elle va trouver un corps, un véhicule qui est un véhicule complexe qui permettra l'évolution spirituelle. Et c'est pour ça qu'on a toujours la fameuse étoile à 5 branches qui est symbole de l'être humain. L'être humain en évolution. Manpower, qui l'a fait comme ça, la croix, l'étoile à 5 branches. C'est pour ça qu'on les peignait au plafond des temples d'Égyptiens et des cathédrales. Parce que nous sommes tous étoiles. Ça l'idée. Et c'est intéressant de voir que chez les Mochica, les Chimú, dans les civilisations péruviennes, aztèques et autres, l'ont aussi. Je fais l'étude comparative des civilisations et je dis, waouh, il y a un patrimoine spirituel et qui peut nous être utile à nous, si on s'y connecte, si on est capable de pouvoir en retirer quelque chose. Alors cette 5e humanité, voilà, 5e expérience en rapport avec la prise de conscience de ce qu'est l'intelligence et pas simplement la spéculation. Alors nous sommes quelque part par là. Et voilà, on en rajoute après les 6-7 parce que 6-7, c'est pour nous un devenir, un futur, un avenir. Mais ce qui est bien important, c'est la position, ici, là. Vous voyez que là, de nouveau, on a le croisement. On a le croisement entre l'esprit et la matière. Mais si là, c'est l'incarnation de l'esprit, ici, c'est sa libération progressive. Mais là, maintenant, l'esprit prend le dessus sur la matière. Ce qui, pour nous, théoriquement, devrait déjà être là. Pas en totalité, mais que l'intelligence prend le dessus sur la force. Et qu'on apprenne à résoudre les choses par l'intelligence. Parce qu'on l'a tous, l'intelligence. Et pas raisonner par la force. Voilà, après c'est autre chose. Vous voyez qu'une fois qu'on est là, dans la 6e épreuve, ou la 6e étape, bon, on est au-deçà de ce point qui est homothétique de celui-ci. Est homothétique de celui-ci. Vous voyez ? Mais c'est une source d'inspiration. On doit comprendre quoi pour nous? Mais pourquoi attendre demain? On peut très bien vivre en immortel dans un corps mortel. Parce que vivre en immortel dans un corps mortel, c'est pouvoir avoir une conscience qui s'illumine à des données spirituelles et qui les prend pour développer une civilisation et une culture. À petite échelle, et après ça grandit. Vous voyez le point? Bon, je sais que j'ai pris plus de temps que j'avais prévu, mais voilà. Donc, je ne sais pas où vous en êtes vous, mais si vous avez encore un peu de temps et voulez éventuellement manifester quelque chose, une question, une remarque. J'ai une question pour vous. Tantôt, vous avez parlé de la civilisation de l'Atlantide. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec? Comme j'y étais pas, je ne vais pas pouvoir vous répondre d'une manière scientifique. Mais par contre, nous avons, dans le cadre des mythologies, trace de ça. Mais dans l'enseignement, par contre, ce qui nous est expliqué, c'est en rapport avec ça. C'est-à-dire que la 4e humanité, c'est-à-dire qui se rapporte donc à ce qui a été appelé les Atlantes, se trouve dans une situation, vous vous rappelez ce que le dessin, c'est-à-dire l'esprit est en bas, et puis la matière est en haut. C'est une situation de force, mais dans laquelle l'ego est très puissant. Alors ce qu'on nous dit, c'est que la civilisation atlante va disparaître précisément par cette suprématie de l'ego qui a généré toute une série de problèmes, qu'on vit encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vit des problèmes qui sont très semblables. Par exemple, on est des dieux. Nous sommes des dieux. On n'a besoin de personne.
On donne du crédit à la puissance de la raison, à l'esprit critique. On est dans des positions qui sont d'un matérialisme extrêmement fort. D'après ce que l'on lit, c'est ça qui s'est passé. C'est pas que c'était automatique que ça se passe ainsi. C'est que dès l'instant qu'on a un pouvoir réel, concret, on a le choix de l'utiliser pour le bien ou pour son inverse. Voilà ce que je peux dire. Parce que j'ai lu quelque part que ça disait que quand la technologie est plus avancée que la conscience, ça mène à l'autodestruction de l'humanité. C'est exactement le problème qui est décrit pour cette civilisation Actuelle. Atlante et actuelle. C'est pour ça nous sommes plus. Nous sommes plus à Atlante dans la réalité du point de vue de la conscience que indo-européen. Parce que c'est le terme qui correspond un peu à la cinquième. Il y a tellement de mots qui sont pervertis qu'il faut faire gaffe. La cinquième humanité, c'est le pouvoir de l'intelligence sur la spéculation. Et la spéculation, pas simplement qu'intellectuelle. Spéculation aussi affective. Le calcul. Je vais faire ceci en vertu du bénéfice que je pourrai en retirer. Je vais m'associer aux gens. C'est pas la fraternité. Je vais m'associer à un tel. Alors, c'est le grand miracle d'aujourd'hui. C'est donnant-donnant. Gagnant-gagnant. C'est sûr qu'aujourd'hui, notre technologie, elle est dans une telle situation. Mais regardez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la technologie. Avec la technologie que nous avons, on pourrait avoir éliminé la faim dans le monde. Et c'est pas vrai, hein. Quand on voit qu'on détruit de la nourriture en vertu de la sauvegarde de certains cours de marché, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux dans le sens même de c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Le problème, c'est que l'évolution de la raison, naturellement, l'évolution de cette étincelle manassique donne le pouvoir à la conscience humaine incarnée de découvrir à chaque fois plus les lois de la nature. Et donc de les exploiter. Et comme vous dites exactement ça, les exploiter pour le service de l'ego. Avant, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Il y a la brute épaisse, mais aussi il y a la raison qui est un petit peu limitée. Donc alors, il a réussi à se fabriquer un lance-pierre, donc il tire les lance-pierres pour tuer l'autre. Mais aujourd'hui, on a des moyens pour tuer l'autre qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Bon, sincèrement, je ne sais pas comment est-ce que ça va changer. J'ai pas la solution. Non. Mais parce que j'ai écouté aussi, la Terre est en train d'évoluer à la 5e dimension. Il y a une évolution de la Terre même, de Gaïa, et que ça réveille l'évolution. On devrait évoluer la conscience pour aller à la paix, pour réussir à évoluer avec la Terre, non? Pour être dans les mêmes syntonies, on dirait. Mais qu'est-ce que se passe avec les personnes qui n'évoluent pas? Avec les consciences qui ne se réveillent pas? C'est-à-dire que il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Et essayons maintenant d'amener dans la conscience de nos concitoyens et concitoyennes justement cette prise de conscience-là. Il faut faire quelque chose. Mais ce qui doit être fait n'est pas l'idéologie. C'est ni l'idéologie ni la religion. C'est le changement personnel. C'est la formation de soi. C'est le fait de se prendre en charge. Soi-même. Mais pas d'une manière fantaisiste. On n'a pas besoin d'inventer le sentier. Il existe. Le sentier existe. La technique existe, la façon de faire existe, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apprendre, ça existe. On n'a rien à inventer. La seule chose qu'on a à faire, c'est de se décider de le faire. Et si on se décide de le faire petit à petit, et pas de commencer à avoir de l'exaltation spirituelle. Ni exaltation spirituelle, ni banalisation matérialiste. Carib est Scylla. Ulysse, pas bête, il s'est fait attacher au mât, c'est-à-dire à l'axe de vie,
à l'axe de la conscience, et puis il est attaché pour écouter quand même les sirènes. Et a envie d'y aller, mais il s'est fait attacher. Et à tout son équipage, c'est-à-dire ses corps et ses sous-corps, toutes ces puissances qui existent à l'intérieur de la conscience humaine, il a mis des bouchons. Comme ça, les sirènes, elles ont beau rien. Mais lui, il va passer comme ça entre Carib et Scylla. Carib et Scylla, c'est la banalisation et l'exaltation. L'exaltation spirituelle est le grand danger des consciences qui s'intéressent à la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire penser être là où on n'y est pas. C'est exalté. La mythologie grecque nous raconte très très bien qu'est-ce qui arrive à l'exaltation spirituelle. C'est le grand danger, qui s'appelle nervosité, de la voie spirituelle, de tous les candidats à la voie spirituelle, l'exaltation. Par contre, la banalisation, c'est le grand danger de la vision matérialiste. C'est-à-dire, ça devient vraiment se vautrer à l'intérieur des choses les plus basses. C'est incroyable. Et ça affecte tout le monde. Ça affecte banalisation et exaltation affecte la religion, l'idéologie, tout s'affecte. Tout s'affecte. N'importe quel parti politique. On ne peut pas dire ce parti politique, c'est un méchant parti. Non. Parce que justement, c'est le rapport à l'esprit. Le rapport à l'esprit n'a rien à voir avec les idéologies et la religion. C'est à voir avec soi. Et la culture et la civilisation. Il faut cultiver et se civiliser. Se cultiver tout seul sans civilisation mène à rien. Se civiliser sans culture, comment tu fais ça? C'est un individu qui est civilisé. C'est un individu pour lequel les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs, sont des lumières. Là. Il n'a pas l'exaltation de penser j'y suis arrivé. Mais au moins, d'essayer d'être illuminé par ça, parce qu'on a besoin de ça pour le cheminement qui est le sien. Nous, on appelle ça philosophie à la manière classique. Dans le sens de la définition de qu'est-ce qu'est classique. Ce qu'est le classique, l'essentiel. Le classique, c'est l'essentiel. Non, l'essentiel est le classique. C'est-à-dire tout ce qui est essentiel, tout ce qui est une valeur fondamentale. C'est ça qui forme le classique. C'est pas une mode, c'est pas une façon extérieure de faire. Pour ça, je préfère dire c'est une vision non matérialiste. Parce que si on la qualifie, regarde à quel point les valeurs spirituelles ont été détournées pour la publicité. Pour vendre des pâtes, pour vendre de la bière. Bon. Et tu manges ta pâte à sauce tomate et t'as le nirvana. C'est ça le truc. Non mais c'est vrai. Et on a un détournement qui est incroyable. Incroyable. Les algorithmes et puis l'intelligence artificielle, ça. C'est fou. Le problème, c'est d'essayer de faire croire que l'intelligence artificielle est plus forte que l'intelligence humaine. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que tous nos problèmes vont être résolus grâce à la technologie. C'est pas vrai. Un Dieu extérieur à nous. Exactement. Ce sont des gens qui programment l'intelligence artificielle et les algorithmes pour nous faire acheter tel produit. Ouais, manipulation, la caverne de Platon, on est en plein dedans. Mais c'est pas la technique, c'est pas le progrès. Avec tout ce qu'on a là, c'est magnifique. Écoutez, je vais parler à quelqu'un, j'ai une petite boîte, j'ai mon machin, il est là-bas à 500 km, il me répond. Et réciproquement, il répond ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de fil là. Tu essaies de regarder où est le fil, il n'y a pas de fil. Ça passe par où? Ça passe par quelque chose qu'on ne voit pas et qui est particulièrement organisé, qui a un ordre, qui a une structure. C'est dommage que l'utilisation des pouvoirs qui sont les nôtres soient si pris entre les mains de l'égotisme exalté, de l'égoïsme. L'Internet, c'est bien l'exemple des possibilités extrêmes des deux côtés. En fait. Exactement. Il faut faire le fantastique avec l'horreur absolue. D'ailleurs, c'est ce que HPB disait. HPB disait que vous verrez que dans le siècle suivant, on va avoir énormément de progrès en ce qui concerne la communication. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle a même parlé, la pauvre HPB. Et quand elle était
il y a des études qui sont très, très intéressantes. On a collaboré aussi à ça, du reste, enfin, d'une certaine façon. C'est quand HPB a écrit ce qu'elle a écrit au niveau de la science, les découvertes de la science, à son époque, ne permettaient pas de pouvoir voir à quel point est-ce que la chose était vraie, était bonne. Aujourd'hui, si on prend les découvertes de la science fondamentale et qu'on les compare avec ce que disait HPB, on se dit « Oh, waouh ! Mais c'était donc vrai !» C'était vrai. Alors quand elle parle de ces mètres et tout le tralala, elle parle, tu sais, de boîtes dans lesquelles il y aurait l'image de quelque chose qui se passe à côté. C'est quand les gens, ils ont vu ça, il faut l'attacher, il faut lui mettre une camisole de force parce que... On a tout intérêt à se reconnecter à ce patrimoine, mais aussi dans une vision active et proactive. Le mobile ne peut pas être soi-même. Non. C'est pas le mobile. Il y aura des résultats sur soi-même, mais c'est pas le mobile. Le mobile ne peut pas être soi-même. Il faut que ce soit quelque chose d'altruiste. Merci de votre généreuse attention. J'ai entendu un réveil matin là qui se m'a sonné. C'est l'heure d'aller dormir. Donc merci beaucoup de votre présence. N'oubliez pas qu'il y a un cours qui s'ouvre. Ça s'ouvre régulièrement. Et puis passez une bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.